Madame, Monsieur, bonsoir. Fake news et cybersécurité au menu de questions d'actu ce soir. En effet, deux actualités cette semaine rappellent l'importance de ces deux sujets pour la citoyenne et citoyen et aussi pour toute une nation. D'abord, cet avis du Conseil économique, social et environnemental sur la question des fausses informations ou fake news qui dévoile des données très inquiétantes sur la pratique dans notre pays. Ce rapport empirique de 26 pages propose aussi des solutions pour circonscrire les effets néfastes des fake news auprès de la population ou comment garantir l'accès à une information vraie, vérifiée et dénuée de toute manipulation. D'après le CESE, 3 axes d'intervention sont à retenir, qui sont légitimes et logiques, à savoir la responsabilité du gouvernement, des professionnels et celle des citoyens. Mais pour que le citoyen ou le producteur d'information puisse relayer une information juste, il faut d'abord y avoir accès. Et c'est là où le bât blesse. Soit l'information n'est pas accessible, soit elle arrive tard. Trop tard face à l'ultra-rapidité de la diffusion de la fausse news, fausse information. Sans oublier qu'à l'ère de la vélocité, la technologie ne pardonne pas. L'intelligence artificielle a d'ores et déjà remplacé les relais humains de l'information et c'est ainsi que des robots ou des mouches sont programmés pour répandre ou étendre une influence. Ne vous y trompez pas, ces pratiques peuvent parfois polluer même les esprits les plus critiques. Ce qui nous mène vers notre deuxième sujet ce soir. Le conflit en Ukraine est un exemple flagrant de l'enjeu de l'information, car sur ce front, Kiev a largement remporté la bataille. Les guerres informationnelles sont aujourd'hui une réalité qui se joue sur le terrain virtuel. Pas plus tard que cette semaine, c'est l'agence de presse officielle marocaine, la MAP, qui a subi des cyberattaques. Heureusement que l'agence est protégée de ce genre d'attaques. Mais la question est comment se munir, nous, des logiciels adéquats pour se prémunir des fake news. C'est notre débat ce soir. Cet avis du CESE, rappelons-le, intitulé « Les fake news, de la désinformation à l'accès à une information avérée et disponible ». C'est la commission permanente chargée de la société, du savoir et de l'information au CESE qui a planché sur la question et qui a travaillé dessus. Et nous avons avec nous le rapporteur de ce rapport, Amine Mounir Alaoui. Bonsoir et merci de vous joindre au débat. Bonsoir, merci à vous. Nous avons également avec nous un expert de la cybersécurité. Il est également président de l'association des ingénieurs de l'INPT et également président fondateur de groupe Alami spécialisé dans la cybersécurité. Bonsoir Abdelhamid Alami. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions. Il y en a beaucoup et je rappellerai aussi que vous êtes à l'initiative de la création à l'INPT, n'est-ce pas, d'un master sur la cybersécurité, spécialisé dans la cybersécurité. Oui, il était le premier master en fait en cybersécurité au Maroc. Il y a un engouement des jeunes vers cette spécialité. Bien sûr, bien sûr. Nous en parlerons certainement, parce que ça fait partie justement des moyens de se prémunir et de se protéger. Et bien sûr, nous avons aussi avec nous un producteur d'informations véridiques. Son site d'information est l'un des plus crédibles de notre pays et qui s'adresse aussi à notre diaspora à l'étranger. Il s'agit de Yabiladi. Nous avons avec nous le directeur de ce site d'information par Skype depuis Casablanca. Bonsoir Mohamed Zouak. Bonsoir Khadija Hassan, merci pour l'invitation. Merci à toi, cher confrère, de participer au débat. Dans un souci aussi de transparence en ce qui nous concerne, notez que Younes Moujahid, président du Conseil de la presse, devait être parmi nous, mais il s'est décommandé. Voilà, pour avoir toute l'information. Alors, nous allons commencer, bien sûr, avec ce rapport, les fake news, la désinformation, à l'accès à une information avérée et disponible. Pourquoi, en ce moment, vous vous êtes penché au sein du CESE sur cette question de fake news? Et aussi, quelle est la méthodologie qui a été adoptée, en particulier pour cette étude? Je commencerai par la deuxième partie. La méthodologie est une méthodologie très classique au niveau du CESE pour l'ensemble des rapports, c'est-à-dire que... Il n'y a rien qui change pour celui-ci. Il n'y a rien qui change, mais ce qui est important, c'est qu'on consulte énormément les acteurs du sujet qui est concerné. Et donc, ça permet d'avoir un retour. Les rapports sont des rapports du CESE, effectivement, mais ce sont des rapports qui essayent de concentrer l'ensemble des idées des personnes et des institutions qui sont concernées par le sujet. Combien de personnes ont été approchées dans le cadre de cette étude? Je n'ai pas le nombre exact. On a dû avoir entre 25 et 30 auditions au total.
Parmi elles, effectivement, la presse, les médias, bien entendu, mais également la DGSN, le ministère de la Justice, les start-up, en fait, les citoyens. On a notre site usheriku.ma qui permet de récolter des informations directement de la part des citoyens, qui est un site extrêmement actif aujourd'hui, sur lequel nous avons mis un questionnaire et sur lequel nous avons eu plusieurs centaines de réponses, et qui nous donne un petit peu une idée d'ensemble à partir de laquelle on donne nos propres recommandations en synthèse. Alors pourquoi aujourd'hui? Ça aurait pu être depuis déjà pas mal de temps. Il a fallu peut-être que le sujet... pendant le Covid, parce c'est là où ça a explosé au Maroc, c'est pendant cette période de Covid. Je pense que pendant la période de Covid, ça n'a pas explosé, c'est apparu à tout le monde, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que comme il y avait un sujet qui était un sujet complexe, c'est vraiment le sujet idéal pour les fake news. Oui. C'est-à-dire que le sujet idéal, c'est quoi? C'est quelque chose de compliqué que des gens essayent d'expliquer de manière simple en donnant des explications qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, c'est un petit peu ça le mécanisme. Malheureusement, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une période où les gens sont pressés, l'information passe très très rapidement, il faut réagir rapidement et ça ne laisse pas le temps d'analyser et de prendre du recul par rapport à des problématiques complexes. Le Covid a été une problématique complexe de tout point de vue, d'un point de vue médical, scientifique, politique, économique, etc. Et donc, on a eu pléthore de gens qui s'auto-proclamaient spécialistes et qui disaient il faut faire ceci, il faut faire cela, en plus du fait qu'il y a eu énormément de fakes construits, donc avec des informations qui avaient même avec des communiqués officiels qui ont été trafiqués. Oui, absolument. trafiqués complètement. Non, mais ça, donc c'était une période qui était propice. Mais vous savez, les fake news, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et c'est tous les jours plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de fake news qui circulent. Donc, il y a un vrai problème de comment faire face. Maintenant, ceci étant, vous savez que le nombre d'informations produites par jour, c'est un chiffre qui n'a pas de nom, puisque c'est un 1 avec 30 zéros derrière. Donc, on est loin de milliards, etc. Donc, c'est un chiffre énorme. On ne peut pas contrôler tout ça. Donc, c'est une problématique qui n'a jamais vu le jour au niveau de l'humanité. C'est une vraie problématique à laquelle il faut faire face par différents moyens. Et c'est planétaire aussi, ce n'est pas propre au Maroc. Absolument. Quels sont les chiffres qu'on peut vraiment retenir de cette étude, déjà de constat? Le constat, c'est que, au niveau des fake news elles-mêmes, on a repris un certain nombre de chiffres qui sont connus au niveau international. C'est que, par exemple... le Maroc. Mais c'est la même chose pour le Maroc. Okay. Une fausse information se répand 6 fois plus vite qu'une vraie information. Okay. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de répandre. Au niveau national, la problématique, c'est la mise à jour et la disponibilité de l'information officielle. Donc ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques cas particuliers, la plupart des sites ou des pages d'information officielles ne sont pas mises à jour en temps et en heure. Et donc, il y a un décalage. Et quand le citoyen ou même le journaliste cherche une information avérée et qu'il va, bien sûr, à la source, il ne trouve pas cette information. Et quand il ne la trouve pas, alors automatiquement, on va chercher d'autres sources. Et c'est là que de fausses informations peuvent voir le jour plus facilement que si on avait une information disponible, facilement structurée. Une autre question aussi concernant le rapport Amin Mounir Alaoui. Est-ce que c'est une autosaisine du Conseil? Oui, absolument. C'est une autosaisine. Nous avons considéré au niveau du Conseil que c'était un problème important et qu'il fallait absolument s'en emparer et essayer de proposer un certain nombre de recommandations pour pouvoir avancer. Parce que c'est notre vie, qu'on le veuille ou non. Je fais souvent référence aux rapports de l'ANRT, qui sont excellents, les rapports annuels, qui donnent l'état de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux au Maroc, de manière extrêmement précise.
et scientifique. Aujourd'hui, on peut dire que en fait, la quasi-totalité des Marocains est connectée d'une manière ou d'une autre, et même quand ce n'est pas en direct, c'est à travers la famille. C'est-à-dire que même quand nous avons un certain nombre de populations qui ne sont pas forcément connectées directement, elles reçoivent les informations à travers les enfants, à travers les cousins, à travers les frères, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une propagation extrêmement importante. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais on est entre 95 et 100% des Marocains qui sont sur un réseau social, au minimum. Je pense que nous sommes tous WhatsApp aujourd'hui, oui. Quasiment. C'est devenu vraiment le moyen de communication numéro 1. Fermé, contrairement à Facebook. Absolument. En plus, il est fermé, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Absolument. Même s'il y a des groupes, mais ça reste quand même fermé. Une autre question qui est vraiment importante à mon sens, c'est que vous avez parlé tout à l'heure d'un sujet idéal qui est la Covid-19. Qu'est-ce qu'a à voir l'émotion avec cette rapidité de diffusion de la fake news? Peut-être avec vous, Abdelhamid. Oui, effectivement, en fait, le fait de jouer sur les émotions, ça aide beaucoup dans la diffusion. Donc, généralement, il y a une motivation derrière la divulgation d'une fake news. Donc, la motivation dépend de la source. Si c'est un État, donc l'État, donc peut-être c'est pour une guerre froide, éventuellement avec d'autres États. C'est des personnes, généralement, ils cherchent un buzz, par exemple, ou bien ils cherchent d'être affichés devant tout le monde. Donc, généralement, ils s'appuient sur les émotions, un sujet qui est chaud. Donc, ça aide beaucoup dans la divulgation. Peut-être Quelles émotions? La peur, la colère? Oui, c'est plus la colère, effectivement. Oui. Donc, d'ailleurs, même les algorithmes des multinationales des réseaux sociaux comme Facebook prennent en considération cette particularité-là. Comment ils font pour prendre... juste pour comprendre comment la machine marche, hein. C'est simple. Comment un algorithme comprend qu'un commentaire est empreint de colère? Lorsqu'on fait un post et l'algorithme détecte qu'il y a le pourcentage des emojis en colère qui est le plus. Okay. Donc là, on détecte justement que c'est un sentiment de colère. Donc là, il pousse un peu le reach en plus sur ça. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, vous voyez que les clashs en réseaux sociaux, même pour les influenceurs, il essaie de créer des clashs, des situations de conflit volontaires, justement pour créer cette tendance-là et pour pousser le reach. Donc voilà, comme j'ai dit, le sujet il est très, très important. Et pour moi, ce qui est aussi critique, c'est que les enjeux. Donc la propagande, les fausses news, les fake news. Au-delà du buzz, au-delà de créer le buzz pour avoir des clics et des followers, etc., oui. Il y a des enjeux beaucoup plus grands beaucoup plus importants que ça. Donc, ça a existé depuis longtemps dans l'histoire. Donc, on reprend par exemple l'exemple de la Chine, la guerre en Chine. Donc, la guerre froide, il y avait justement un travail très dur pour propager des fausses informations, pour induire en erreur l'adversaire. Donc, il y a toujours cette guerre. Et même aujourd'hui, on trouve que pratiquement tous les États, ils ont une armée qui ne fait que ça, d'accord? Parce que pourquoi vous les appelez armée? Parce que en fait, parce que c'est vraiment un jargon de guerre là. Oui, parce que l'Ukraine, vous avez cité l'exemple de l'Ukraine avec la Russie, donc ça se joue pas. C'est une guerre, c'est une vraie guerre. En fait, la crise en Golfe. C'était à la source d'une fake news appuyée par une attaque de cybersécurité. Exactement. Donc vous voyez, donc c'est pas... Qui a été diffusée sur une chaîne de télé et puis voilà, le pays... à minuit. Exactement. Et on s'est basé sur cette fake news pour avancer une décision politique. Donc pour l'anecdote, j'étais avec un vice-président et ils ont attaqué l'équivalent de la map dans ce pays-là, un pays africain. Oui. Et on a détecté que le site, le porte-parole du gouvernement est hacké. Donc c'est simple, on peut tout simplement mettre une annonce comme quoi que ce pays-là, il est contre les propos de Trump, par exemple, n'importe quel pays, et créer une crise diplomatique. Alors, juste une petite question, parce que puisqu'on parle de fake news, nous venons de vivre un autre épisode. Nous allons revenir aux attaques, aux cyberattaques dont fait l'objet notre agence de presse nationale. C'est Google et le taux de change du dirham. Et ça s'est passé 2 fois en moins de 2 semaines. Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est juste un bug informatique? Et surtout, et d'ailleurs on peut franchement féliciter
l'équipe de Banque El Maghreb parce que la réaction fut immédiate. C'est du jamais vu chez nous. Franchement, c'est à applaudir. J'espère que d'autres en prendront de la graine. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est prémédité, qui pourrait être prémédité, pardon? En fait, pour nous, on ne peut pas donner une réponse exacte tant qu'on n'a pas vérifié les logs techniques, d'accord? Mais ce qui apparaissait, c'est que c'était une erreur technique, d'accord, qui a été rectifiée. Mais vous avez vu que quand même que ça créait quand même une. Oui, c'était une panique générale parce que c'était quasiment du kit au double. Alors, Mohamed Zouak. Le nerf de la guerre, donc, c'est l'information, mais c'est l'accès à cette information au moment où nous avons quand même une quasi-absence de communication de notre gouvernement. L'enjeu est tout aussi important. Est-ce que il y a quelque chose qui pourrait peut-être disséminer un danger dans cette absence de communication et notamment l'utilisation de l'information qu'on trouve et pour justement écrire une nouvelle ou un papier parce que voilà, on ne trouve pas l'information. Et on va la chercher ailleurs, peut-être sur Twitter. Oui, en effet, la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas de communication officielle, c'est des canaux officieux qui vont informer le public et malheureusement risquer de manipuler le public. En fait, pour revenir à la définition de fake news, très souvent, on le traduit par fausse nouvelle, fausse information. En réalité, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, puisque une fausse information, un journaliste peut se tromper et véhiculer une fausse information. Vous avez cité le bug de Google sur le taux de change du dirham. Très probablement, c'est un bug, et donc ce n'est pas prémédité. Et c'est la fake news, en fait, c'est la fausse information qui est véhiculée avec l'intention de tromper le public. Exactement. Et c'est là où, en fait, on passe vraiment à la fake news. Alors, la fake news, le terme fake news a été très popularisé par l'ancien président américain, Donald Trump. Alors, il a manipulé ce terme pour le renvoyer à ses contradicteurs, notamment la presse. Mais c'est un phénomène, cette volonté de manipulation, c'est un phénomène qui est vieux comme le monde. Déjà Sun Tzu, le chinois, l'auteur chinois de l'art de la guerre, parlait déjà des manipulations qui étaient possibles pour tromper l'ennemi. Vous avez tout à l'heure parlé de guerre et avec un vocabulaire martial. C'est déjà vrai du temps de Sun Tzu. Donc c'est quelque chose qui nous a accompagnés tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais il y a eu un phénomène particulier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans les canaux de communication, alors par exemple l'invention de l'imprimerie, avec la presse papier qui s'est développée, la radio, la télé, à chaque fois ça a déstabilisé notre rapport et nos usages avec les médias. Et puis évidemment sur ces 15 dernières années, sur ces 20 dernières années, il y a eu des révolutions technologiques qui ont transformé le rapport de l'humanité avec les médias, notamment avec l'essor d'Internet, des sites d'information, la multiplication des sites d'information, et puis aussi et surtout l'explosion des réseaux sociaux. Et c'est là où on a commencé d'ailleurs à avoir un vocabulaire, de nouveaux mots qui sont sortis. On parle d'infobésité. Tout à l'heure, ça a été abordé par M. Alami. C'est le déluge d'informations. On n'arrive même plus à comptabiliser le nombre d'informations qui peut sortir dans la journée. Alors avant, c'était relativement simple. On pouvait prendre la presse et on pouvait voir le nombre d'articles qui étaient diffusés dans la presse nationale. Aujourd'hui, il y a des milliers de sites, rien qu'au Maroc, des milliers de sites d'information. Et puis si on rajoute les réseaux sociaux, mais en fait, on a des millions de contenus et probablement des centaines de milliers ou des millions d'informations qui sont véhiculées chaque jour au Maroc. Donc l'infobésité, ce mot valise, information et obésité, montre justement que le citoyen est écrasé par cette masse d'informations. Deuxième mot qui s'est répandu beaucoup avec la Covid-19, avec la pandémie, c'est infodémie. Là aussi, c'est un mot valise, information et épidémie ou pandémie. C'est cette viralité de l'information et notamment de la fausse information qui a été très marquant pendant le confinement, pendant les premiers mois de la pandémie Covid-19. Et ça a marqué les opinions puisqu'on s'est retrouvé, pas qu'au Maroc, on s'est retrouvé avec des fausses informations, avec des craintes, puisque justement on jouait sur les peurs, on jouait sur le manque d'informations officielles ou
Parfois, c'est pas parce que les officiels ne veulent pas donner l'information, c'est tout simplement parce on n'avait pas suffisamment d'informations scientifiques sur la nature du virus, sur les symptômes, sur les risques encourus par la population. Oui. Et donc, cette infodémie s'est répandue comme une traînée de poudre. Et malheureusement, quand vous avez un organisme médiatique qui est fragilisé, ben, on n'a pas cette immunité qui pourrait justement combattre ce virus de la fausse information, de la fausse nouvelle qui a vocation à infecter un organisme et à corrompre cet organisme. Alors, juste par rapport à la question du droit à l'information, qu'est-ce qu'une information accessible aujourd'hui au Maroc ? On connaît, mais on aimerait bien que justement les téléspectateurs connaissent aussi la galère du journaliste. En tout cas, qui fait son travail en bonne et due forme. Oui. Il y a effectivement une loi sur le droit d'accès à l'information. L'objectif est, dans une société démocratique, c'est que le gouvernement est au service de la population et donc doit informer le public, la population, sur ses décisions, sur le budget utilisé dans tel et tel secteur, etc. Donc il y a à la fois le droit à l'information, c'est-à-dire contrôler l'action des autorités, du gouvernement, du Parlement, etc. Mais il y a aussi ce corps médiatique qui a un rôle d'information. Et donc, on doit veiller à ce que ce corps médiatique, les journalistes, soient à la fois au niveau, formés, qu'ils aient aussi eux-mêmes accès aux informations et qu'ils respectent évidemment la déontologie journalistique, c'est-à-dire vérifier l'information, faire le tri, et puis ensuite diffuser une information qui est crédible, qui a été vérifiée au préalable, pour informer au mieux le public et ne pas être dans quelque chose qui est de l'ordre ce qu'on appelle souvent l'infotainment, ce divertissement beaucoup plus que l'information qui est utile, qui est importante pour le citoyen. On a vu pendant le Covid-19, les citoyens recherchaient, et les médias télé, par exemple, ont fait ce travail, et certains médias Internet, et certains journaux papier, et certaines radios, mais pas tous, malheureusement, les citoyens avaient besoin d'informations scientifiques. Oui. Et on a vu, par exemple, que le journalisme scientifique au Maroc était le parent pauvre du journalisme. Et donc, on a besoin de journalistes bien formés, on a besoin de médias crédibles et forts, avec un modèle économique stable, pour pouvoir déployer leurs ressources humaines pour informer au mieux le public. Sinon, il y a des risques. Il y a des risques à la fois pour les citoyens, par exemple pour la santé des citoyens pendant le Covid-19, mais aussi pour la société dans son ensemble, puisqu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public qui naissent de la fausse information, de la manipulation de l'information. Il suffit de dire qu'il y a une voilà, menace, parce qu'il est important aussi de dire qu'en fait, au-delà du fait que l'information soit fausse et qu'on veuille la diffuser pour l'admettre un peu dans le psyché de l'opinion publique, pour finir par croire ce que raconte cette information, il y a aussi cette manipulation de l'information peut-être qu'elle est vraie, elle est avérée, mais qu'on la manipule pour des fins précises, que ce soit des fins commerciales ou politiques ou géopolitiques ou autres. Alors, justement, juste sur cette question de droit à l'information, Mounir Alaoui, pourquoi le CESE a autant insisté sur cette question de droit à l'information ? En fait, c'est un sujet sur lequel on insiste de manière très régulière. Le premier rapport que nous avons fait sur l'open data date d'une dizaine d'années. Absolument. Et c'est quelque chose qui nous semble fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tourne en rond, en fait. Là, si on n'a pas d'information, on va chercher l'information quelque part. Ce quelque part peut être, dans le meilleur des cas, pas informé, et dans le pire des cas, de mauvaise foi et avec une volonté de nuire. Donc, l'idée, c'est que plus l'information est disponible, plus cette information est avérée. Vous savez, pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent aussi bien en termes de diffusion d'informations ? C'est parce qu'on est entre groupes soi-disant d'amis. Et donc, moi, je fais confiance à mes amis. Et cette confiance, elle reste stable dans le temps. Pour enlever cette confiance, c'est extrêmement compliqué. Donc, un groupe Facebook, par exemple, ou sur Instagram, quand on suit des gens, automatiquement, on a tendance à avoir plutôt confiance dans cette partie de la population. Si, d'un autre côté, nous avions, au niveau national, un site qui
publie, comme nous le proposons, dans les 24 heures, tous les documents officiels. Alors, chaque fois qu'un document officiel est adopté, que ce soit une loi, un décret, une circulaire, n'importe quoi, il est publié dans les 24 heures sur Internet. C'est très simple, ça ne coûte rien. Et c'est extrêmement simple à faire. Mais au-delà de ça, à part les communiqués, parce que nous avons aussi, c'est une nouvelle tendance, c'est la communication par les communiqués, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec le mandat de ce gouvernement. Non, mais au-delà de cela, pourquoi on ne peut pas avoir accès à des bases de données officielles, notamment sur des chiffres ? Absolument, mais ça aussi, ça fait partie. Enfin, je ne vous pose pas à vous la question, non, mais c'est un questionnement qui est là. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on parle d'ensemble d'informations, il ne s'agit pas de communiquer. Non, il s'agit de l'information brute. C'est cela. C'est-à-dire qu'un communiqué, il traduit une action qui a eu lieu. Non, il faut le décret en question, qu'il soit publié. La décision d'un ministre, il y a un ministre qui prend une décision, cette décision, elle est publique, elle implique l'ensemble des citoyens, il faut qu'elle soit publique. Et c'est ça l'open data, c'est-à-dire que en fait, toutes les informations sont mises à disposition des citoyens de manière brute. Après, on peut interpréter. C'est même la devise de la MAP, l'information est sacrée, l'interprétation est libre. Donc cette information qui est sacrée, il faut la mettre à la disposition de tous. Oui, pour l'analyser, c'est le travail aussi, c'est le job du journaliste. C'est-à-dire des scientifiques, exactement. Alors, où se trouve le risque ? Il y a bien sûr les risques sur la santé avec cette pandémie et les nouveaux savants qui ont juste pullulé sur les réseaux sociaux. Quels sont aujourd'hui les autres risques de diffusion de cette... Parce que nous sommes en guerre, oui. Pour ne pas reprendre Emmanuel Macron quand il parlait de la pandémie, mais nous sommes en guerre informationnelle et contre la fake news. Effectivement, Khadija, j'aimerais bien revenir à deux points importants. Oui. Le premier, que tu viens de citer, concernant l'accès à la data. Donc justement, avec la pandémie, on a eu une belle chance de la transformation digitale. De plus en plus, ça a beaucoup intéressé les gens, l'administration, parce qu'elle a vu effectivement sa valeur et que c'est un must. C'est pas quelque chose juste pour prétendre à la modernité, mais c'est vraiment quelque chose de très pratique et pragmatique et utile. Et vital, effectivement. Donc là, lorsqu'on a déjà les données digitalisées des administrations publiques, on peut en extraire des données utiles, des dashboards, des chiffres. Et c'est là où ça va faciliter le travail pour les journalistes, pour la presse, même pour le public. Donc c'est là où on va comprendre où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Donc, exactement. Surtout où est-ce qu'on va. Effectivement. Et là, tout à l'heure, notre ami a parlé de la gravité de la fausse news et il a cité Trump. Trump, dans un discours, ils ont marqué une fois qu'il a donné donc trentaine de mensonges dans un seul discours. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça ne rigole pas? Mais c'est vraiment parce que... C'est parce qu'ils ne se sont pas trompés, ces équipes, en préparant son discours. Non. En ne pas vérifiant justement l'information que lui, il allait donner dans son discours. C'est voulu pour manipuler la population. En fait, c'est quelque chose qui... Donc aujourd'hui, on peut même, avec des fausses news, on peut faire croire la population, avec la propagande, que c'est la vraie version. Mohamed Zouak, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'une source d'information crédible ? Alors, je vous pose une colle, là. Non, la crédibilité de la source d'information est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, en fait, on a perdu un petit peu ce lien avec la marque média, avec la source d'information qu'on reconnaît. Pour les plus âgés de vos téléspectateurs, ils se souviennent qu'ils avaient une relation avec une marque d'un journal papier ou une chaîne télé, et donc ils avaient confiance en cette marque de journal papier, ou même le nom de plume d'un journaliste. Et donc c'était le lien de confiance qui créait justement la confiance en l'information qui était véhiculée. Aujourd'hui, en fait, l'infobésité a tellement pris de la place, cette masse d'informations est tellement foisonnante, qu'on visite tous les jours des sites qu'on n'a jamais vus, on ne sait pas quelle est la marque média, d'où elle vient, qui est derrière ce média. Et donc, il est très compliqué parce qu'il faut faire un effort et on est très souvent devant son écran, on est un peu fainéant. Et donc, on ne va pas vérifier, par exemple, si news24.fr
est-ce que c'est un site crédible ou pas? Est-ce que c'est un site qui propage des fausses informations? On ne regarde pas qui est derrière. Alors les journalistes, on a un peu ce réflexe et on fait attention. Mais le public, très souvent, malheureusement, n'aura pas ce réflexe-là. Et c'est là où il faut qu'on transforme un petit peu notre système éducatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on éduque les plus jeunes à la critique des médias et à l'utilisation notamment des nouveaux médias, les réseaux sociaux. Ça a été indiqué dans le rapport du CESE sur les fake news. Il faut qu'on initie nos plus jeunes dès le collège à ce qu'est une information, ce qu'est une source crédible, comment on utilise les réseaux sociaux, comment se protéger d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais aussi quels sont peut-être des petits réflexes à avoir. Par exemple, quand on voit une photo, alors c'est très compliqué parce qu'une photo, on a vu que c'est un sens auquel on a confiance, même s'il y a des illusions d'optique, même s'il y a des mirages, on estime que ce que voit l'œil, c'est la vérité. Et donc, une photo, c'est la vérité. Ou une vidéo, c'est la vérité puisque je le vois. Et en fait, il y a des petites manipulations, malheureusement. On va vous donner une photo du tremblement de terre ou une mosquée, par exemple, qui s'est écroulée en Syrie ou en Turquie suite au drame malheureux de ces dernières semaines. Eh bien, et on va nous dire ça s'est passé en Turquie avec cette photo. Donc, on est porté à y croire parce qu'effectivement, il y a un drame humain. Et en fait, le réflexe, c'est plutôt de faire un clic droit sur la photo et de faire rechercher cette image sur Google et vérifier les occurrences de cette image. Alors, c'est une petite technique avec lesquelles procèdent les journalistes fact-checkers. Et donc, ça permet de voir si cette image est effectivement récente. Alors, justement, vous parlez de fact-checking. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Maroc, il est temps d'instaurer une réelle... Enfin, il y a certaines plateformes, d'ailleurs, qui ont été citées dans ce rapport du CESE sur les fake news. Mais on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment installé dans les mentalités, que ce soit des producteurs d'informations ou du receveur et consommateur d'informations. Alors, normalement, un journaliste doit vérifier les faits. Hein. Fact-checking, c'est ça. Dans l'idéal, dans l'absolu. Normalement, dans le... Voilà. Oui. Mais en fait, le fact-checking est une spécialisation qui s'est développée justement face à ce déluge d'informations, et notamment de fausses informations. C'est-à-dire que, étant donné la viralité de la fausse information, il est nécessaire aujourd'hui, au sein de chaque rédaction, d'avoir une rubrique, un service spécialisé dans le fact-checking. Et c'est toute une méthodologie, en fait. C'est vérifier une information qui a déjà été diffusée, qui a été diffusée massivement, parfois par des médias d'ailleurs, vérifier cette information et puis contacter des sources, faire intervenir des experts pour montrer en quoi cette information est fausse ou bien inexacte, parce qu'elle peut être partiellement fausse, mais il y a des parties inexactes. Et puis aussi, et ça c'est souvent oublié, le fact-checking a aussi un rôle de pédagogie, c'est-à-dire expliquer au public comment on a vérifié cette information, quelles sont les précautions à prendre. Et donc cette pédagogie va servir aussi à prémunir le public face aux fake news de manière générale. Et donc aujourd'hui, malheureusement, il y a quelques médias qui ont une rubrique de fact-checking. Il y a la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui fait du fact-checking parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Quand vous avez une vidéo qui est diffusée et qui montre un jeune homme qui est lapidé, on lui jette des pierres, le contexte, c'est ça se passe au Maroc, c'est une personne homosexuelle et ça se passe au Maroc. C'est une vidéo, c'est un cas véridique qui a été diffusé. C'était il y a quelques années, la DGSN a fait son enquête, ils ont un service spécialisé, ils ont détecté la vidéo, ils ont fait leur enquête et finalement, ils ont découvert que la vidéo ne se passait pas au Maroc, ne se passait pas à l'instant T, mais je crois que c'était au Brésil et c'était 2 ans, 3 ans, 4 ans avant. Et donc ça a permis justement de rectifier tout de suite, de calmer l'opinion publique pour éviter qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Donc ce que fait la DGSN avec
cette cellule qui fait du fact-checking, qui enquête, c'est extrêmement important. La MAP le fait aussi. Certains médias ont des rubriques de fact-checking. Alors chez nous, on a une rubrique qui s'appelle Désintox. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas suffisamment répandu au sein des médias marocains. On en a vraiment besoin. Il faut renforcer cet écosystème et ces services de fact-checking. Mais quand on va dans d'autres pays occidentaux, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne, il y a au sein de nombreuses rédactions, que ce soit les télés, que ce soit la presse écrite ou la presse digitale, on a des services dédiés avec des rédactions de 4, 5, 8 journalistes qui sont dédiés au fact-checking. Et ça, c'est primordial aujourd'hui au Maroc, puisqu'on voit que ce soit via WhatsApp, on se rappelle pendant la Covid-19, on se rappelle les fausses informations. Telle personne disait que son oncle étant haut placé lui a dit qu'on allait fermer toutes les villes, il allait avoir un confinement. Oh, ce qui était faux, mais on en a eu de toutes les couleurs pendant la Covid-19. On en a vraiment eu de toutes les couleurs et de toutes les saveurs pour le coup. Et parmi les recommandations justement du CESE, Mounira Alaoui, c'est de créer un label pour les sites de fact-checking. C'est de subventionner les sites de fact-checking, s'impliquer davantage dans la dynamique internationale de veille, de lutte contre les fake news, mettre en place avec l'État, les professionnels des universités, des programmes de recherche et de développement d'outils. Donc cela relève de la responsabilité de l'État. Pas seulement. Pas seulement. Non, justement, le problème des fake news, c'est que ça nous touche tous à titre individuel. Et chacun d'entre nous a une responsabilité. Alors effectivement, il y a une responsabilité de l'État, puisque l'État est là pour nous protéger, pour nous aider en cas de problème, etc. Donc ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, je pense que l'un des messages forts aussi à faire circuler, c'est que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables, et j'aime bien donner l'exemple de la rue. Avant de lâcher un enfant dans la rue, quand il a 5, 6, 7 ans, la première fois qu'il va aller à l'école tout seul, la première fois qu'il va aller chercher un litre de lait chez l'épicier, etc., on lui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, on ne le fait pas dans le monde numérique. C'est une très bonne analogie. Oui. Et donc, on lâche, c'est exactement comme si vous lâchez... Alors, non seulement vous lâchez votre enfant dans un monde qu'il ne connaît pas, mais en plus, c'est un monde hostile. Et c'est vraiment lâcher un enfant sur une autoroute où il y a des poids lourds qui circulent très rapidement et en priant tout simplement pour qu'il ne se fasse pas écraser. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de prendre l'enfant par la main, lui montrer les dangers et l'accompagner au départ. Alors, il y a une responsabilité de nous tous, à nouveau, en tant que citoyennes et citoyens, ceux qui ont l'habitude. J'en parle au niveau des familles parce que souvent, aujourd'hui, malheureusement, la tablette, le smartphone est un moyen de... Comment dire, de faire taire un enfant qui est un petit peu agité. Donc, plutôt que d'essayer de lui montrer des choses, de lui donner un livre, de le faire jouer, etc., on lui donne un smartphone et on espère qu'il va rester calme. Et en général, il reste calme parce qu'il est dans un autre monde. Mais ce monde-là est extrêmement dangereux pour lui. Et donc, il faut lui apprendre. On peut lui donner ça pour qu'il se calme. Quels sont les dangers? Bon, certainement pas les fake news. C'est peut-être une mauvaise influence aussi sur cet enfant. Indépendamment de l'influence. Avec des agendas, et cela a été prouvé. Absolument. C'est pas moi qui le dis. Ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que les algorithmes, par exemple, pour l'application TikTok qui est chinoise, ne sont pas les mêmes en Chine qu'aux États-Unis et en Occident. Absolument. Alors, le produit, plutôt c'est du contenu, mais lapsus révélateur, c'est un produit, parce qu'ils y gagnent beaucoup d'argent. Les programmes qui sont proposés à des enfants chinois, parce que c'est souvent des enfants qui sont sur cette application TikTok et des adolescents, vont plus sur l'apprentissage, alors qu'ailleurs, vous savez, ça peut être autre chose. Non, mais je veux dire, c'est beaucoup plus, je pense, et ça a été prouvé dans plusieurs études, que ce n'est pas innocent. Non, ça n'est pas innocent, c'est clair. Mais rien que les algorithmes de base. Quand vous allez sur YouTube, vous regardez un film, je ne sais pas, sur l'aéronautique. Oui. Okay, la fois d'après, YouTube vous propose des films sur l'aéronautique. Oui, c'est l'algorithme. L'algorithme. Alors, prenons un enfant qui va se poser une question sur quelque chose qui le turlupine.
il va y aller. Après, on va l'alimenter en permanence sur cette question-là. Et il aura l'impression que cette question est très importante, qu'elle est fondamentale, que tout le monde s'en préoccupe, alors que ça peut être quelque chose de complètement marginal, sans même avoir l'intention de nuire là. C'est vraiment juste l'algorithme de base qui vous fournit ce que vous aimez, qui va avoir un effet pervers d'enfermer. Alors, c'est de l'endoctrinement. Indirect. Mais c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes, et c'est vrai pour les seniors. Il ne faut pas oublier les seniors. Chez nous, en particulier, mais c'est vrai dans le monde entier, les seniors sont un peu dépassés par cet environnement qui est nouveau. Ils ne savent pas comment faire face. C'est quelque chose... César parlait tout à l'heure on avait l'habitude d'écouter une radio, on avait l'habitude de lire un journaliste de presse. D'ailleurs, qui a une crédibilité bien assise depuis près d'un demi-siècle. Et c'était son objectif, d'ailleurs, au départ. Et donc, on a cette habitude-là. Et quand on va sur Internet, on change d'habitude et on ne sait pas forcément comment. Donc, il faut absolument former un petit la population de manière générale et de manière intensive à la critique, à ne pas toujours regarder la même chose. L'esprit critique. Voilà. Et à l'école aussi, bien entendu. Il y a la famille et il y a l'école. Mais souvent, on a tendance, et c'est pour ça que j'insiste sur la famille, souvent on a tendance à tout mettre sur le dos de l'école. L'école fait beaucoup de choses, elle fait ce qu'elle peut, mais la famie aussi, c'est très important. C'est ce qui permet à la famille de se débarrasser des problèmes. Je dirais plus de se donner une bonne conscience, de dire non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est l'école. Exactement. Absolument. C'est bien de le rappeler, c'est Alaoui. Alors, il y a cet exemple de la Rabita Mohammedia des Oulémas, qui a lancé un programme de formation pour les masterful influenceurs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est duplicable sur d'autres sphères de notre société que les prédicateurs? Parce qu'il y en a un bon nombre sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée, c'est pas forcément... alors, c'est Rabita al-Mohammedia des Oulémas qui a fait ce travail, mais ça n'est pas forcément en relation directe avec la partie religieuse. Il s'agit tout simplement de donner à des jeunes qui veulent être influenceurs cette responsabilité des messages qu'ils font passer. Alors effectivement, d'un point de vue religieux, il faut que les messages qu'ils fassent passer soient des messages qui soient compatibles avec notre religion et réellement compatibles et non pas des inventions que nous voyons malheureusement trop souvent sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Ça peut être tout simplement des éléments sur les valeurs, ça peut être tout simplement des éléments sur la valeur vérité. Tout simplement, moi ce que je dis, c'est quelque chose qui est factuel, je m'engage à ne jamais vous mentir sur telle ou telle chose, et ça c'est très important. C'est-à-dire que l'idée, c'est un programme qui a été mis en place avec le ministère de l'Éducation nationale et qui devrait être dupliqué. Alors j'espère qu'il va avoir la réussite qu'on lui souhaite et qui a beaucoup d'impact. C'est-à-dire que les enseignants qui sont passés par ce travail-là, aujourd'hui, utilisent des outils numériques avec leurs élèves au même niveau d'intérêt. Parce que la problématique, c'est quand il y a une cassure entre les adultes et les enfants sur ces outils numériques, eh ben, il y a un problème de communication. L'idée, c'est de casser ce problème de communication, de faire en sorte qu'il y ait une circulation de l'information entre les influenceurs, les enseignants et les jeunes. Oui. Mais c'est un gros travail. Vous entendent, en parlant d'influenceurs, ça ne véhicule pas toujours de la bonne information, encore moins utile. Abdelhamid Alami, alors justement, il nous reste peu de temps. Il y a eu cette attaque sur l'agence de presse nationale. Et aussi, je voudrais avoir vos retours en tant que spécialiste et expert de la cybersécurité pour se prémunir de ce phénomène, encore une fois, on le rappelle, mondial de la fake news, mais chez nous, au niveau national. Effectivement. Un commentaire sur l'attaque sur la MAP, ce n'est pas une première, la cyberattaque? Oui, ce n'est pas une première, bien sûr. Oui, certainement. Et alors, bien sûr, il y a des logiciels qui protègent notre agence de presse nationale, parce que là, encore une fois, les enjeux sont grands, parce que c'est l'agence crédible, c'est une agence de presse qu'on consulte. S'il y a quelque chose qui est dissimulé, qui est fausse, partiellement fausse, là, ça risque non seulement le trouble de l'ordre public, mais aussi des problèmes diplomatiques, qui sait. Effectivement. Donc, juste pour vous donner une idée, une chaîne de télévision peut subir plus que 5000 attaques par jour.
Donc, sans citer le nom. Donc, j'aimerais bien revenir au fast-checking et à l'idée qui a cité M. Alaoui tout à l'heure, que la quantité de data générée par jour, on parle de milliards de gigadoctets, d'accord? Donc, si on n'a pas bien des outils technologiques pour pouvoir suivre ça, on ne peut pas. Donc, moi, j'aimerais bien ajouter sur le fact-checking, fast fact-checking. Parce que le facteur du temps il est très important là. D'accord. Donc là, si on prend trop de temps à fact-checker une information, la fausse information, voilà. Elle a déjà circulé. Donc voilà, on a parlé de la DGSN, on a parlé de la MAP, du HACA, ils ont tous quelques outils. Mais là, on doit tirer profit de la technologie. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, d'accord. Donc on a un équipement qui est très connu en cybersécurité, c'est le SIEM. Qu'est-ce qu'il fait, cet équipement-là? Il fait une analogie des logs, la corrélation des logs. Et d'après cette corrélation, il détecte les éventuelles attaques. D'accord? Donc là, on peut faire la même chose avec les fake news. Donc on apprend ce système, parce que c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc on apprend le système, on leur donne quelques paramètres. Donc voilà les paramètres qui peuvent dire que voilà, c'est possible qu'elle soit une fausse information. Et une fois détectée, il y a derrière l'homme qui va valider. D'accord? Comme ça, on va pouvoir être beaucoup plus réactif et beaucoup plus efficace. D'accord? Il y a le point de sensibilisation, il est très important. La mobilisation, en fait, maintenant, il faut qu'on innove dans notre approche. D'accord? Pour adresser les choses. On a des influenceurs aujourd'hui. Le nom influenceur, il est très... donc, un influenceur, il a toute une communauté. Donc, cette communauté, donc, elle croit beaucoup à cet influenceur-là. Donc, si on arrive à bien renseigner ces influenceurs, les sensibiliser justement, l'initiative de Rabita, elle est très importante. Donc, par rapport à l'importance, aux enjeux, à la sensibilité de la chose, donc c'est très important. D'ailleurs, les polémiques, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, Sa Majesté l'a bien signalé dans un discours royal, disons qu'il ne faut pas que le peuple suive cette volonté de créer de la zizanie entre les deux peuples. On est des frères. Donc on dit toujours que s'il y a des initiatives volées par des services spéciaux d'autres pays, justement pour créer ça, justement parce qu'ils n'ont pas un intérêt pour garder une bonne relation entre les deux peuples. Donc là, on ne doit pas suivre. Donc c'est pour ça qu'il doit avoir une... ça ne se passe pas que sur Internet, malheureusement, mais on le voit sur leur chaîne de télé nationale. Le système, donc on a... Oui, mais le système fait du brainwashing à la population. Et justement. Donc, alors si nous, on a compris le message, effectivement, qui a été adressé par le souverain lui-même, ce sera très difficile de contrebalancer cette volonté politique, notamment en Algérie, parce que vous avez évoqué cela, pour créer vraiment un sentiment de haine envers le voisin de l'Est, donc le Maroc. Effectivement, ce n'est pas évident à gérer cette situation-là, mais en revenant à l'histoire des attaques, donc, les enjeux ils sont très importants, donc il faut bien se protéger. Et parmi les best practices qu'on propose généralement, c'est de se baser sur l'open source. Pourquoi l'open source? Là, on le disait toujours, les États-Unis aujourd'hui, la Russie, l'Union européenne, ils sont tous basés sur des open source, des solutions open source. Pourquoi? Parce que c'est difficile à être hacké. Lorsqu'on se base sur des systèmes qui sont commerciaux, donc il y a toujours des portes derrière pour les pays qui exportent cette solution-là. Donc rien n'est gratuit. Donc il faut qu'on aille aujourd'hui, on a une équipe de la défense nationale qui sont très bien outillés. D'ailleurs, je suis très fier des experts, de qualité d'experts. On a aujourd'hui des experts dans le plus haut niveau donc au niveau de Fortinet, les plus grands vendeurs de la cybersécurité au monde. Donc on travaille avec des multinationales très fortes au monde. Donc on a des compétences humaines, donc le Marocain, il ne cesse pas à exceller partout dans le monde. Il faut croire aux Marocains parce que justement c'est un point très important. Les Russes, ils s'appuient sur les Russes, les Français sur les Français. Nous, les Marocains, on doit s'appuyer sur les Marocains. Une dernière question, Mohamed Zouakh. Alors, vous avez un forum de Ya Biladi et c'est un peu comme WhatsApp, où effectivement, moi je me suis rendue plusieurs fois, où j'avais posé des questions et donc je trouve la réponse sur votre forum. Est-ce qu'il y a de la médiation?
De la modération, oui, bien sûr. Médiation, modération, oui, bien sûr. Alors, pardon, en fait, je me suis mal exprimée. Modération. Non, non, pas de souci. Les forums sont un petit peu les ancêtres des réseaux sociaux. Début des années 2000, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, les gens allaient principalement sur les forums. Et effectivement, c'est la vox populi, c'est-à-dire c'est un petit peu comme le café du commerce. Chacun pose les questions, répond, échange du contenu, discute, débat. Et évidemment, l'objectif n'est pas ici de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, de laisser la discussion se faire, mais par contre d'avoir un système de modération qui permet quand même d'éviter les propos insultants, les propos racistes, les arnaques, etc. Et donc on a évidemment à la fois un système automatique qui permet de filtrer en amont des faux comptes ou des comptes qui sont là juste pour véhiculer soit des fausses informations, soit de la publicité, soit des arnaques, de les filtrer en amont. Et puis ensuite, en aval, on a une modération, alors là pour le coup humaine, pas automatique, mais humaine, soit nous-mêmes modérateurs, nous lisons et ensuite supprimons les messages, ou bien les internautes peuvent eux-mêmes prévenir la modération d'un message qui contreviendrait à la charte du forum. Merci. Et la prévention, voilà, parce que vous avez fini avec prévenir, c'est, je pense, l'outil numéro 1 pour contrer les fake news. C'est la sensibilisation, c'est désintoxiquez-vous et désintoxiquez les informations que vous, d'abord, lisez, que vous prenez et que ensuite vous pouvez diffuser et qui peuvent avoir vraiment des impacts très, très dangereux. Merci beaucoup, Amine Mouner Alaoui. Merci d'avoir partagé avec nous ces principales informations, vraies pour le coup, de ce rapport du CESE, du Conseil économique, social et environnemental que vous représentez, dont vous êtes membre. Merci encore une fois. Merci à vous. Et merci aussi à notre expert de la cybersécurité, Abdelhamid Alami. Merci d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci beaucoup. Et bien sûr, mes remerciements vont à mon confrère Mohamed Zouak et bon courage, force à vous pour continuer à diffuser de l'information véridique et vérifiée. Merci Mohamed. Merci pour ce débat ô combien important. Merci. Et oui, et combien important, combien enrichissant grâce à vous, messieurs. Et merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très, très bonne soirée à tous.